C'est Si tourmenté, un thriller à suspense de Faith Bold, tome 14, écrit par Blake Pierce, lu par Audrey. Prologue. L'art est une affaire de contraste. Melissa était probablement la seule sculptrice de sa connaissance à saisir ce concept. De nombreux peintres l'avaient compris. Les photographes avaient en fini par réaliser que la lumière n'était pas le seul élément d'une image. Les architectes en connaissaient les rudiments, même s'ils n'étaient pas toujours conscients de la raison pour laquelle leurs conceptions épurées et fonctionnelles étaient si séduisantes. Mais les sculpteurs, eux, ne juraient que par la fluidité. Ils soutenaient mordicus que tout devait s'écouler comme de l'eau pour qu'une œuvre soit réussie. Melissa ne leur en tenait pas rigueur. Il y avait une certaine satisfaction à transformer quelque chose d'aussi dur et inflexible que le marbre en une matière douce et fluide comme l'eau. Cela démontrait la maîtrise de l'artiste sur son art. C'était aussi d'un ennui mortel. Voyons, les gars, des millénaires d'art et tout ce qu'on a voulu faire, c'est singer les mêmes styles qui existaient depuis la Grèce antique. Ce n'était pas tout à fait juste. D'autres artistes qui s'étaient essayés à la sculpture abstraite avaient, d'une certaine manière, utilisé le contraste. Au moins, ils n'avaient pas la phobie des angles. Mais le véritable tour de force consistait à utiliser le contraste tout au long d'une pièce, et non comme une simple expression géométrique. Ne vous contentez pas de diviser un losange par un triangle, faites quelque chose avec ses formes. Dites quelque chose, bon sang. C'est ce que Melissa faisait, et c'est pourquoi elle avait fait la une du numéro de ce mois-ci du magazine Shape & Form. En ce moment, elle mettait la dernière main à une sculpture qu'elle avait intitulée Dilemme. Il s'agissait d'une statue massive en bronze, représentant le crâne d'un homme, ouvert pour exposer le cerveau. Cette sculpture était entourée d'un anneau asymétrique de triangles, de losanges et de cylindres qui s'avançaient à des angles étranges au-dessus du cerveau. C'était l'œuvre la plus ambitieuse qu'elle ait jamais réalisée et il lui avait fallu plus d'1 an pour l'achever. Mais c'était fait, et c'était magnifique. Elle recula d'un pas et admira son travail. « Raphaël, tu peux aller te rhabiller. » Cette pensée la fit rire. Raphaël serait probablement horrifié s'il voyait ça. C'était le plus beau de tous les sculpteurs mignons, et s'il voyait cette horrible fouillis de formes et de protubérances au-dessus d'un cerveau exposé, il en ferait une jaunisse. « Les temps changent, mon vieux, » murmura Melissa. Elle gloussa de son irrévérence et dansa jusqu'au réfrigérateur qu'elle gardait dans l'atelier. Elle se sentait toujours euphorique lorsqu'elle achevait une œuvre, et comme celle-ci lui avait pris tellement de temps qu'elle avait torpillé sa dernière relation, elle n'avait aucune raison de rentrer chez elle ce soir-là. Elle allait donc fêter l'événement en se gavant autant que possible. Youhou, c'est l'heure du champagne. Elle fit sauter le bouchon d'un Dom Pérignon de 17 ans d'âge que lui avait offert le directeur du musée des Beaux-Arts de Chicago et se pencha en arrière, avalant une quantité indécente d'alcool avant d'éloigner la bouteille de ses lèvres. Elle rit à nouveau et dansa dans le studio, se sentant aussi libre qu'un oiseau. Elle ne remarqua l'ombre que trop tard. Elle entendit un bruit de raclement et se retourna pour voir l'une de ses premières œuvres, une statue de marbre représentant une geisha portant un cobra à ses lèvres pour l'embrasser, se précipiter vers elle. Sa dernière pensée fut « Vous allez vraiment me tuer avec cette statue ?» Chapitre 1. Faith se débattit contre ses liens, mais ils étaient solidement attachés et elle ne put bouger. Elle tenta de basculer son poids d'un côté à l'autre, mais la chaise était fixée au sol et resta aussi immobile que le reste de son corps. La panique lui serra la gorge, mais elle respira profondément pour se calmer. Ce n'était pas en cédant à la peur qu'elle arriverait à quoi que ce soit. Elle observa les alentours et fit le point sur son environnement. La seule lumière provenait d'une fissure dans le mur derrière elle, près du toit, mais elle suffisait à lui montrer qu'elle se trouvait dans une vieille grange abandonnée. Quelques vieux outils rouillés et un amas de métal ressemblant à une charrue jonchèrent le sol. À part cela, les seuls éléments visibles étaient elles-mêmes et un plateau chirurgical situé à environ 3 mètres. Sur ce plateau reposait un assortiment d'instruments, scalpel, ciseaux, couteaux et scie, tous piqués de rouille et maculés de sang séché. La panique l'envahit à nouveau et elle s'efforça de respirer calmement. Ce n'était pas grave, on la cherchait. Ils savaient qu'elle était partie traquer le tueur à l'âne. On enverrait des gens à sa recherche et on la trouverait. Tout irait bien. Un éclat de lumière, droit devant elle, l'aveugla soudain. La porte de la grange s'ouvrit lentement, ses grincements se répercutant comme les gémissements d'un animal agonisant. Une ombre franchit le seuil, puis l'obscurité revint quand la porte se referma. Faith cligna des yeux pour s'habituer à la pénombre. Elle espérait de toutes ses forces qu'à cet instant, elle verrait le visage de son partenaire, l'agent spécial Michael Prince,
qui lui annoncerait qu'ils avaient attrapé le tueur Alan et qu'il allait la libérer. La voix qui s'éleva dissipa tout espoir. « Tiens, regardez qui nous avons là !» C'était un ténor mélodieux et tremblant, étrangement aigu et doux, pour l'homme à qui il appartenait. L'individu s'avança dans la lumière et Faith sentit un frisson lui parcourir l'échine en croisant le regard dément de Jethro Trammell, le tueur Alan. Trammell, qui mesurait près de 2 mètres, eut un petit rire en voyant l'expression de Faith. « Je suis ravi que tu sois venu me rendre visite, » dit-il. « Je pense qu'on va bien s'amuser ensemble. Je ne crierai pas, se jura Faith. Je ne lui donnerai pas cette satisfaction. » Trammell s'approcha du plateau et inclina la tête pour examiner les outils à sa disposition. Après un moment, il choisit un long couteau fin à la lame dentelée. Il se tourna vers Faith, dont la respiration s'accéléra à mesure qu'il s'approchait. Arrivé à sa hauteur, il s'agenouilla et pressa la lame contre son oreille, puis la fit glisser le long de sa gorge jusqu'à sa poitrine, son nombril et sa cuisse, avant de la poser derrière son genou droit. Il se pencha tout près d'elle et ses narines frémirent sous l'effet de son haleine aigre. « Voyons voir comment tu saignes, ma jolie. » Il enfonça le couteau dans sa chair et la volonté de Faith s'effondra. Elle hurla. Faith se réveilla en sursaut et se redressa brusquement dans son lit. La sueur perlait sur son front et elle savait sans regarder que le drap en dessous d'elle en était également trempé. Le lit grinça et un instant plus tard, une grosse masse poilue se glissa sous son bras et commença à lui lécher le visage. Elle esquissa un faible sourire et supporta les baisers pendant quelques secondes avant de repousser doucement le chien. « Hé, Turk !» murmura-t-elle. « C'est bon, je vais bien, c'était juste un autre cauchemar. » Le grand berger allemand, qui était le partenaire K9 de Faith depuis 2 ans, s'assit et la regarda d'un air entendu. « Je sais, ça empire. Au moins, David n'est pas là cette fois. » David Friedman était le petit ami de Faith et le vétérinaire de Turk. La dernière fois qu'elle avait fait un cauchemar, elle l'avait réveillé et avait dû passer le reste de la nuit à le rassurer, lui répétant qu'elle allait bien et qu'il n'avait pas à s'inquiéter pour elle. Le problème, c'est qu'elle n'allait pas bien. Elle avait passé des mois sans cauchemar et pensait même s'être enfin remise du traumatisme subi aux mains de Trammell. Mais ces derniers temps, les cauchemars étaient revenus. 4 nuits sur 5, Faith s'était réveillée en pleine nuit, trempée de sueur. 5 nuits sur 6 en fait. Elle soupira, sortit du lit et se dirigea vers la douche. Essayer de se rendormir après ses cauchemars était vain. Elle allait devoir affronter la journée en se levant à... Elle jeta un œil à son téléphone. 3h25. Elle soupira de nouveau et fit couler l'eau, la laissant froide. Le jet glacé la réveilla davantage, mais il mit fin à la transpiration et au tremblement. Elle s'adossa contre le mur de la douche et ferma les yeux, laissant l'eau ruisseler sur elle, chassant le souvenir du tueur en série qui avait failli faire d'elle sa victime. Pourtant, l'image du meurtrier qui la traquait actuellement demeurait vivace dans son esprit. Jethro Trammell avait ôté la vie à 7 personnes dans cette grange avant que Michael, le coéquipier de Faith, n'intervienne in extremis pour l'empêcher de devenir la 8e victime. Indirectement, cependant, Trammell était responsable de 32 autres morts, ayant inspiré un imitateur à prendre sa relève. Cet homme était Franklin West, surnommé par le bureau local du FBI à Philadelphie le tueur Alan copiste, ou simplement le tueur copiste. Faith avait rencontré West lorsqu'il s'était fait passer pour un psychologue mandaté par le FBI pour l'aider à surmonter son traumatisme. Bien qu'elle fût fière de sa capacité à déceler les mensonges, elle avait passé 5 mois à se confier à celui qui était responsable de près de 5 fois plus de morts que son modèle, sans jamais le soupçonner. Les meurtres avaient quasiment cessé depuis que Faith l'avait démasqué et forcé à se terrer, à 2 exceptions près, son ami et mentor au FBI, l'agent spécial Gordon Clark et le sergent-chef James Decker, une ancienne flamme du corps des Marines, tué dans le seul but d'attirer son attention. Suite à ces meurtres, le FBI avait enfin pris la menace au sérieux et s'était lancé à la poursuite de West. Pendant plusieurs mois, il était resté introuvable. Puis il avait failli tuer David et quelques semaines plus tard, s'était introduit chez Faith pour agresser Turk. 1 mois après, il avait engagé un malfrat pour s'en prendre à Turk à la clinique vétérinaire, alors que ce dernier se remettait de blessures liées à une autre enquête. Cette agression remontait à 3 semaines. Depuis, Faith avait subi 4 attaques, 2 dans la rue, une chez elle et une dernière sur le perron du bureau du FBI à Philadelphie. Les 4 assaillants avaient affirmé avoir été engagés par un homme correspondant au signalement de West. Ces tentatives avaient été facilement déjouées. Les agresseurs étaient de petits malfrats sans expérience, mal préparés à affronter une agente chevronnée du FBI, habituée à traquer des tueurs en série violents et qui, de surcroît, avaient un passé dans les Marines. À vrai dire, Faith n'avait pas eu grand-chose à faire.
Dès qu'ils apercevaient Turk, les criminels devenaient étonnamment dociles. Mais à force de lancer des bâtons, on finit par toucher sa cible. L'un de ces voyous aurait un coup de chance, ou Faith baisserait sa garde, leur offrant une opportunité. Ou encore, West engagerait quelqu'un de compétent. Ou bien West lui-même réapparaîtrait. Turk et elle avaient eu le dessus lors de leur dernière rencontre, mais les 2 fois précédentes, il les avait largement dominés. Ils n'avaient survécu que parce que West l'avait bien voulu. « Je vais te briser, Faith. » Elle coupa l'eau et sortit de la douche. Il était 4 heures du matin lorsqu'elle enfila un jogging et un t-shirt. D'ordinaire, quand elle se réveillait si tôt, elle emmenait Turk courir, mais depuis la dernière attaque, elle préférait rester chez elle, où elle pouvait au moins maîtriser son environnement. Elle jeta un coup d'œil à sa porte d'entrée et fronça légèrement les sourcils. On aurait dit l'entrée d'une cellule de prison. 2 barres d'acier s'alignaient en haut et en bas de la porte, reliées par une barre diagonale. Pour sortir, Faith devait appuyer sur un bouton qui rétractait légèrement les barreaux et permettait à la porte de s'ouvrir. Après avoir désactivé la serrure électronique et déverrouillé la poignée, elle soupira. Elle détestait vivre comme si elle était terrorisée. Elle n'avait pas vraiment peur en fait. Elle était juste épuisée. J'en ai assez de tout ça. Turk gémit doucement et elle lui sourit. T'en fais pas, mon grand. Ils finiront par l'attraper et on pourra enfin souffler. Elle ressentait une pointe de frustration à l'idée de devoir encore compter sur les autres pour capturer West. Mais ce sentiment s'estompait rapidement. Chaque fois qu'elle s'était mêlée de l'affaire West, elle n'avait fait qu'attirer des ennuis, pour elle et pour les autres. Une part d'elle-même pensait toujours qu'elle était la mieux placée pour le traquer, mais l'expérience prouvait le contraire. Elle attendrait donc, du moins pour l'instant. « Tu veux qu'on regarde la télé, mon grand ?» dit-elle. « Viens t'asseoir avec moi. » Turk la rejoignit sur le canapé, posant sa tête sur ses genoux et la regardant avec tendresse. Il restait là, parfois des heures durant, jusqu'à ce qu'il sente que Faith allait mieux. « On ne mérite vraiment pas les chiens, » pensa-t-elle en caressant son pelage. « Encore 5 mois et tu pourras te reposer au moins. » Turk avait 8 ans et 7 mois. La politique du FBI imposait la retraite de tous les chiens K9 à l'âge de 9 ans. Turk approchait de cette échéance et Faith avait déjà décidé qu'elle ne s'y opposerait pas. En théorie, à sa retraite, Turk serait proposé à l'adoption et Faith se verrait attribuer un nouveau chien, mais elle ne pouvait l'envisager. L'idée d'avoir un autre compagnon canin ou que Turk appartienne à quelqu'un d'autre lui était insupportable. Son plan initial était de prendre sa retraite en même temps que lui et de s'installer quelque part dans le Midwest. Là-bas, elle pourrait bricoler des voitures et emmener Turk vivre de nouvelles aventures, loin des maniaques homicides qui tentèrent de les tuer toutes les 2 semaines. Elle espérait encore pouvoir le faire, mais cet espoir s'amenuisait rapidement. West rôdait toujours, et tant qu'il serait en liberté au moment de la retraite de Turk, il était hors de question que Faith déménage ou quitte son poste. Pour l'instant, elle pouvait au moins suivre l'évolution de l'enquête et vivait entourée de dizaines d'agents spéciaux surentraînés et surarmés, prêts à lui porter secours au moindre problème. L'autre option était de garder Turk ici tout en conservant son emploi. Le souci, c'est que le chien resterait enfermé dans un studio pendant des jours, à la merci de quiconque réussirait à s'y introduire. Faith ne pourrait pas se concentrer sur son travail en sachant Turk en danger à la maison, ce qui risquerait de lui faire commettre des erreurs fatales. Elle pourrait prendre sa retraite et rester ici, supposa-t-elle. Mais si elle le faisait, elle passerait son temps à regarder par-dessus son épaule. « Il n'y a pas d'issue, » murmura-t-elle. « Bon sang, je suis coincée. » Son téléphone sonna. Le patron. Elle soupira de soulagement et décrocha. « Bold, j'ai besoin de vous au quartier général, » annonça-t-il. « On a une affaire pour vous. »« J'arrive. » Elle raccrocha et sourit à Turk. Cette opportunité de s'évader un peu était exactement ce dont elle avait besoin. « Allez Turk, on va coffrer un méchant. » Chapitre 2. À son apogée, l'agent spécial Grant Monroe était l'agent de terrain le plus décoré du FBI. Il occupait une position similaire à celle de Faith, adulé par les jeunes agents et chouchou des dirigeants du bureau. Lorsqu'il a finalement quitté le terrain pour accepter le poste de SAC au bureau de Philadelphie, les initiés prédisaient qu'il deviendrait directeur adjoint dans 10 ans et directeur dans 15. Malheureusement, ou peut-être heureusement, il s'est retrouvé en désaccord public avec le directeur adjoint de l'époque, M. Smith, sur une question de politique concernant la conduite de l'un de ses agents. Il a eu gain de cause sur le fond, mais s'est aussi assuré de passer le reste de sa carrière au même poste. Et cela ne semblait pas le déranger outre mesure. Surnommé affectueusement boss par les agents et analystes du bureau de Philadelphie, Monroe avait l'allure bourrue et l'attitude implacable d'un sergent instructeur des Marines. Faith ayant elle-même servi chez les Marines,
Il était logique qu'elle soit l'une de ses préférées. Michael, lui, ayant grandi dans une famille aisée de Palo Alto, il était tout aussi logique qu'il soit l'une des plus grosses épines dans le pied du patron. « Bonjour patron », lança Michael en entrant dans le bureau. « Vous avez l'air particulièrement distingué aujourd'hui. Vous vous êtes fait teindre les cheveux en gris. »« Très drôle, Prince », grogna le patron. « Une raison pour votre retard de 10 minutes ?» Michael cligna des yeux. « 10 minutes. Vous m'avez appelé il y a à peine un quart d'heure. Il faut 5 minutes pour venir en voiture de chez vous. J'ai pensé que vous apprécieriez que je prenne le temps d'enfiler un pantalon. » Faith baissa les yeux et se mordit la lèvre pour étouffer un petit rire. Le patron fixa Michael encore un instant, puis lâcha. « Asseyez-vous. » Michael s'installa à côté de Faith et fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Je bosse, » dit-elle. « Ça ne se voit pas ?» Michael fronça davantage les sourcils. « Patron, elle a été attaquée 4 fois le mois dernier. Pourquoi est-elle encore ici ?»« Vous pourrez vous plaindre de ça plus tard », trancha le patron d'un ton qui n'invitait pas à poursuivre la conversation. Il déposa un dossier devant eux et annonça « Marissa Stone, 29 ans, morte écrasée par une statue de marbre. »« Pardon » s'exclama Michael. Le patron l'ignora. Elle était dans son atelier et travaillait tard sur une exposition pour le Memorial Day au Musée d'art moderne de Chicago. On l'a retrouvée le lendemain soir quand la police a fait un contrôle après qu'elle n'ait pas répondu aux appels. Faith ouvrit le dossier et grimaça. En effet, elle avait été écrasée, c'était indéniable. « Merde !» murmura Michael en secouant la tête. « La famille est au courant ?»« De sa mort ? Oui, des circonstances ? J'espère que non. »« Moi aussi, » acquiesça Michael. « Je ne veux pas nous mettre au chômage, » intervint Faith. « Mais sommes-nous sûrs qu'il ne s'agit pas d'un accident ?»« Il y avait des marques sur la porte indiquant une effraction, » expliqua le patron. « Apparemment, le tueur a forcé la serrure mais a réussi à ne pas trop l'endommager pour pouvoir la refermer. Ils ont aussi trouvé une empreinte partielle qui ne correspond à rien dans nos fichiers mais qui n'appartient pas à la victime. »« Comment peuvent-ils en être sûrs ?» demanda Michael. Sa main droite et le bout de ses doigts gauches ont échappé à l'écrasement. « Je vois. » Ils pensent que quelqu'un l'a attendue et a poussé la statue sur elle, s'enquit Faith. « C'est ce que ça laisse penser. » D'accord, encore une fois, je ne cherche pas à nous priver de boulot, mais avec un seul meurtre, cette affaire ne devrait-elle pas relever de la police locale plutôt que de nous ? Ce serait le cas, sauf que le père de Marissa nous a sollicités personnellement. Et qui est le père de Marissa ? L'ambassadeur en Allemagne et un ami personnel du président. Et avant que vous ne posiez la question, non, il n'est pas suspect. Il était occupé à convaincre le chancelier allemand d'approuver des sanctions contre la Chine quand sa fille est morte. Je comprends, donc on fait ça comme une faveur. Ça pose un problème, Bold. Non, pas du tout. Parfait. Vous prenez donc tous les deux le premier vol pour Chicago. Attendez, intervint Michael. Faith devrait être mise sous protection, pas envoyée sur le terrain. Faith fronça les sourcils. Je suis parfaitement capable de t'aider, Michael. Michael soupira. Faith, on a déjà eu cette discussion, ce qui rend d'autant plus agaçant le fait qu'on doive la refaire. Vous vous faites attaquer chaque semaine par des types engagés par un tueur en série. Tu devrais te concentrer là-dessus, pas courir après d'autres criminels. Cette conversation est close, trancha froidement le patron. Bold et vous n'êtes pas et ne serez jamais impliqués dans l'affaire West. Je ne dis pas qu'elle devrait être impliquée dans l'affaire, je dis qu'elle devrait être dans un endroit sûr, gardée par d'anciens joueurs de football bâtis comme des armoires à glace. Elle ne devrait aller nulle part tant que West n'est pas mort ou en prison. Michael, ne parle pas à ma place, s'emporta Faith. Je veux travailler. Je ne vais pas rester cloîtré dans mon appartement juste parce que West pique une crise quand il n'arrive pas à me joindre. Et que se passera-t-il s'il y parvient ? Il ne sera plus un problème et je remercie le ciel que le FBI ait des avocats aussi redoutables. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu, intervint le patron, et je ne veux rien entendre de plus. Prince, Bold est sur l'affaire. Point final. Votre avion décolle dans 1 heure, alors filez de mon bureau. Michael fronça les sourcils, mais même lui savait qu'il ne fallait pas pousser le bouchon trop loin. Il se leva, jeta un coup d'œil à Faith, puis quitta la pièce. Faith et Turk le suivirent. Comme à son habitude, Michael s'arrêta dans la salle de repos pour se servir un café avant leur départ. Une fois la porte refermée, Faith croisa les bras et lui lança un regard noir. « C'était quoi ça ? C'était ton ami qui s'inquiète pour ta sécurité. Tu as dépassé les bornes, et pas qu'un peu. Tu n'as pas à me dicter comment me protéger. J'ai le droit d'exprimer mon mécontentement quand tu choisis de ne pas te protéger. Oh, par pitié, Michael, j'ai Turk, j'ai une arme. Mon appart est équipé d'une serrure qui ne s'ouvre qu'avec mon téléphone ou un scan rétinien. J'ai une barre en acier qui pourrait arrêter un camion et mes fenêtres sont blindées. Tu as des vitres pare-balles ?
Bon, d'accord, pas encore, mais tu vois ce que je veux dire. J'aimerais bien avoir des fenêtres blindées, moi. Arrête d'essayer de changer de sujet. Crois-moi, la meilleure chose pour moi en ce moment, c'est de bosser. J'ai été attaquée 4 fois alors que je restais chez moi à ne rien faire. C'est une aubaine d'être à des milliers de kilomètres, de travailler en étroite collaboration avec toi et la police de Chicago, de séjourner dans un hôtel truffé de caméras de sécurité et de boutons d'alarme reliés directement au poste. Je ne pourrais pas être plus en sécurité. Je préfère quand même l'idée d'anciens footballeurs armés de fusils à pompe dans une planque au fin fond du programme de protection des témoins à Topeka. Ils ont vraiment un quartier là-bas ? Aucune idée, je disais ça comme ça. Il fronça les sourcils, agacé, mais ses épaules s'étaient détendues, et Faith voyait bien qu'il commençait à céder. Allez, tu pourras me sermonner sur mon inconscience pendant tout le trajet jusqu'à l'aéroport. Il lui lança un regard noir. Tu peux être vraiment pénible parfois, tu sais. Oui, je sais. Il leva les yeux au ciel et la suivit avec Turk à l'extérieur. Le chien trottinait joyeusement à côté de Faith, ravi de sortir enfin après avoir passé la majeure partie de la semaine dernière enfermé. Content qu'il soit excité, grommela Michael. Ellie allait préparer un cheesecake Red Velvet pour notre dessert d'anniversaire. Faith éclata de rire. Tu es vraiment un vieux maintenant. Pourquoi ? Ta femme belle et adorable s'apprête à fêter votre premier anniversaire de mariage, et toi, tu t'extasies sur un gâteau ? On fait l'amour tout le temps. Le cheesecake Red Velvet, c'est exceptionnel. Faith grimaça. C'est de ma faute, je l'ai bien cherché. Faut pas poser de questions si on ne veut pas entendre les réponses. Elle lui jeta un regard étrange et il haussa les épaules. Quoi ? J'ai tort ? Elle leva les yeux au ciel. Bois ton café, je conduis. Elle sortit ses clés, mais Michael les lui prit des mains. Pas question, c'est moi qui conduis. Elle gloussa et remit ses clés dans sa poche. Comme tu veux, papy. Faith possédait une Ford Crown Victoria Police Interceptor de 1999, aussi imposante et puissante qu'elle en avait l'air. C'était aussi une berline de 25 ans avec des sièges en tissu et un moteur bien entretenu mais qui avait vu du pays. Faith adorait ses vibrations et ses cliquetis et ça ne la dérangeait pas qu'elle tangue dans les virages et rebondisse sur les nids de poules. Michael, lui, préférait voyager avec style. Sa voiture était un grand wagonnier dernier cri, avec suspension pneumatique et siège en cuir massant qu'il conduisait comme un papy du dimanche. À chacun son métier. Au moins, il avait bu son café pendant qu'il roulait. Plus il s'éloignait du bureau de Field, plus l'excitation de Faith grandissait. Elle éprouvait le sentiment de culpabilité habituel et fugace face à cette exaltation. Une femme était morte après tout, mais cela ne suffisait pas à l'étouffer. « Comment va David ?» demanda Michael au bout de quelques minutes. « Bien, on a dîné ensemble avant qu'il ne s'envole pour la conférence. Il avait l'air emballé. »« C'est une bonne chose. Il intervient cette fois-ci, non ? Il présente le conférencier principal. »« Ah, eh bien, c'est un progrès, non ?» Elle haussa les épaules. « J'imagine. Je ne connais pas les rouages de la noblesse vétérinaire. Je sais juste qu'il était ravi d'y aller. Quand est-ce que vous allez arrêter de tourner autour du pot et vous marier ?» Elle soupira. « Ça y est, on y était. Un jour, peut-être. C'est ce que tu as dit la dernière fois. Étonnant que ma réponse n'ait pas changé en une semaine. Je dis ça, je dis rien. Vous êtes ensemble depuis un moment, vous vous aimez visiblement. Tu as l'air plus heureuse que je ne t'ai vue depuis des années. Turk l'apprécie. Je suis la cible d'un tueur en série psychopathe et prolifique qui a déjà failli le tuer une fois. » Il poussa un soupir. « Oui, c'est vrai. C'est un sacré vrai, Michael. Je sais, je ne te contredis pas. Une fois l'affaire West réglée, j'aurai plus de latitude, » expliqua-t-elle. « Je pourrai décider exactement ce que je veux faire et planifier mon avenir. Pour l'instant, avec tant d'inconnus, il est plus logique de vivre au jour le jour. » Je comprends, je demandais juste. « Comment va Ellie ? » Belle et adorée, aussi très contrariée de ne pas pouvoir me faire un cheesecake Red Velvet pour notre anniversaire de mariage. C'est la semaine prochaine, non ? Oui. Ne perds pas espoir, ce sera peut-être une de ces affaires vite bouclées qui ne prennent que quelques jours à résoudre. La plupart de nos affaires ne prennent que quelques jours à résoudre. Tu vois, tu commences déjà à voir le verre à moitié plein. Michael lui lança un regard en coin. Tu lui ressembles parfois, tu sais ? Faith grimaça. Ne lui dis pas que tu as dit ça. Michael marqua une pause puis dit « Elle ne te déteste pas, tu sais ?» Faith soupira. « Peut-être pas, mais je ne nous vois pas devenir meilleurs amis de sitôt. » Lorsque Faith avait commencé à enquêter sur l'affaire du tueur à gages, elle avait eu un petit pétage de plomb. Pendant cette crise, elle avait brièvement soupçonné Ellie d'être le tueur. Cela, ainsi qu'un incident malheureux où Turk avait décidé qu'il n'aimait pas Ellie,
avait considérablement refroidi les relations entre les deux femmes. Michael ne répondit pas. Ils arrivèrent à l'aéroport quelques minutes plus tard, et lorsqu'ils décollèrent enfin, Faith ressentit une nouvelle bouffée d'excitation. Elle ne pensait pas que ses problèmes disparaîtraient pendant son absence, mais au moins, maintenant, elle avait quelque chose sur quoi se concentrer, autre que le dingue qui la traquait. Chapitre 3. L'atelier de Marissa Stone était, comme beaucoup d'ateliers d'artistes, un appartement réaménagé. Il se trouvait au 10e étage d'un immeuble de taille moyenne proche du centre-ville. L'officier de police de Chicago qui les accueillit, un petit homme trapu qui se présenta comme l'inspecteur Ricardo, les conduisit à l'étage. « Je suis content que vous soyez arrivés maintenant. Le concierge me presse de libérer l'appartement pour qu'il puisse le nettoyer et recommencer à le faire visiter. Je ne sais pas comment ils comptent le louer avec cette odeur de mort qui imprègne les lieux, mais il faut saluer leur optimisme. » Il ouvrit la porte et les fit entrer. Michael écarquilla les yeux en voyant les sculptures. Comment diable le plancher n'a-t-il pas cédé sous leur poids ? J'imagine qu'elle a fait renforcer la structure pour supporter cette charge supplémentaire. Un simple renforcement ne suffirait pas, rétorqua Michael. Il doit y avoir au moins 15 tonnes de marbre et de bronze ici. Ricardo haussa les épaules. C'est ce qu'on nous a dit. Faith partageait l'avis de Michael. Un simple renforcement semblait insuffisant pour supporter le poids des œuvres qu'elle voyait. Peut-être que le père de Marissa avait financé une rénovation complète du bâtiment. Peu importe. Ils étaient là pour enquêter sur un meurtre, pas pour inspecter l'immeuble. Je ne suis peut-être pas un grand amateur d'art, dit Michael, mais ça, c'est vraiment bizarre. Je crois que les artistes préfèrent le terme avant-gardiste. Michael désigna une sculpture représentant un petit homme tenant ouverte la bouche d'un homme plus grand, de sorte qu'elle soit 3 fois plus longue que le reste de sa tête, tandis qu'un troisième personnage, juché sur une échelle, y déversait une boîte étiquetée « Complaisance ». Ça, c'est de l'avant-garde ? Et je ne suis pas non plus un expert en art. La plupart des autres sculptures s'étaient tout aussi étranges. Elles n'avaient pas vraiment de thème commun, si ce n'est qu'elles représentaient toutes des animaux ou des personnes dans des poses et des proportions surréalistes. On aurait dit le fruit des délires fiévreux de Marissa sous l'effet de médicaments. Après tout, c'était peut-être le cas. Ça avait bien marché pour Van Gogh. Faith fronça les sourcils en constatant que la statue qui avait tué Marissa avait été déplacée et que le corps avait disparu. « Quand avez-vous enlevé le corps ?»« La nuit dernière. »« Pourquoi ne pas avoir attendu que nous examinions la scène ? Vous ne pouviez pas patienter 12 heures ?» Sa famille qui voulait la récupérer. Son père est apparemment ami avec le président. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.